Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Le Premier ministre Nawaf Salam a réitéré lors de sa rencontre avec le chef de la Chambre, Nabih Berri, son attachement aux engagements pris dans le cadre de la déclaration ministérielle, précisant être pleinement engagé à respecter ces dispositions. Le Premier ministre Nawaf Salam a réitéré lors de sa rencontre avec le chef de la Chambre, Nabih Berri, son attachement aux engagements pris dans le cadre de la déclaration ministérielle, précisant être pleinement engagé à respecter ces dispositions. Le chef du gouvernement a réaffirmé son ferme soutien à l'initiative de paix arabe, soulignant la nécessité d'une solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale d'un futur État palestinien et le droit au retour des réfugiés. Salam a insisté sur le fait que les propos qu'il a tenus à ce sujet lors d'une interview à la CNN la semaine dernière étaient en parfaite conformité avec la position officielle du Liban. « Je n'ai rien dit en dehors de ce qui a été convenu dans la déclaration ministérielle », a-t-il déclaré, réaffirmant son attachement à la position du gouvernement par rapport à tous les dossiers régionaux. Le Premier ministre a par ailleurs indiqué avoir abordé avec Berri les dossiers de la reconstruction des zones touchées par la guerre entre le Hezbollah et Israël depuis octobre 2023. Il a réitéré sa volonté claire d'aller de l'avant dans ce domaine. Nous continuons à mobiliser le soutien pour la reconstruction, a-t-il signalé, avant d'indiquer que le besoin en la matière s'élève à plus de 7 milliards de dollars. Alors que les inquiétudes s'intensifient autour du programme nucléaire iranien, une réunion cruciale s'ouvre au Caire. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a rencontré le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Raphaël Grossi, et le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelghati. Cette rencontre intervient dans un climat tendu, au lendemain d'un rapport de l'AIEA révélant que l'Iran a accru sa production d'uranium enrichi à 60%, un seuil proche des 90% nécessaires à l'arme atomique. Depuis plusieurs semaines, Téhéran et Washington poursuivent des négociations indirectes sous médiation omanaise pour tenter de conclure un nouvel accord nucléaire. Mais l'Iran exige davantage de garanties. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Ismail Baghaei, a déclaré « Nous voulons des garanties concrètes sur la levée des sanctions. Jusqu'à présent, la partie américaine refuse de clarifier cette question. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, toujours membres de l'accord de 2015, observent ces pourparlers avec prudence. Les États-Unis s'en étaient retirés en 2018 sous Donald Trump, relançant la spirale des tensions. L'AIEA tiendra du 9 au 13 juin à Vienne son conseil des gouverneurs où le dossier iranien figurera en bonne place. D'ici là, les diplomates espèrent faire baisser la pression. Les États-Unis et Israël accusent depuis longtemps l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran, lui, continue de démentir toute ambition militaire, affirmant respecter le traité de non-prolifération. L'Iran insiste sur son droit à développer un programme nucléaire civil, notamment pour répondre à ses besoins énergétiques. Cette rencontre au Caire pourrait être un tournant diplomatique ou un nouveau signal d'alarme dans un dossier où la marge de manœuvre devient de plus en plus étroite. À la Mecque, plus d'1 million de fidèles sont déjà rassemblés pour accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Un pèlerinage spirituel et physique, cette année une fois encore marqué par la chaleur extrême. Les températures devraient dépasser les 40 degrés cette semaine, voire davantage. En 2024, elles avaient atteint près de 52 degrés, causant la mort de plus de 1300 pèlerins. Cette année, l'Arabie saoudite a renforcé son dispositif. 250 000 agents mobilisés, 400 points d'eau fraîche, des milliers de brumisateurs et une surveillance par drone pour mieux gérer les flux de pèlerins. C'est une bénédiction d'être ici, confie Abdulmajid Hati, un avocat philippin. On ressent une paix immense malgré la chaleur. Mais la gestion du Hajj reste un défi colossal. L'accès est désormais strictement contrôlé. Les autorités rappellent pas de Hajj sans permis. Dimanche, 270 000 personnes ont été refoulées aux entrées de la ville. Pour décourager les tentatives illégales, les amendes peuvent atteindre 20 000 rials, soit plus de 4 700 €,
avec interdiction d'entrer dans le royaume pendant 10 ans. Malgré les risques et les restrictions, l'émotion est palpable. Mariama, une pèlerine sénégalaise, a versé des larmes en touchant la Kaaba. C'était un rêve, je ne pensais qu'à venir ici pour accomplir le Hajj, dit-elle. Un pèlerinage sacré, éprouvant, mais porteur d'un espoir immense pour les millions de musulmans à travers le monde. Une nuit de feu dans le ciel ukrainien et russe. À quelques heures de nouveau pourparlers à Istanbul, Moscou et Kiev se sont livrés à des attaques croisées par drone. Un nouveau pic de tension sur fond de diplomatie fragile. Selon Moscou, la défense anti-aérienne russe a intercepté 162 drones ukrainiens dimanche soir, principalement dans les régions de Koursk et Belgorod, proches de la frontière ukrainienne. Des cibles auraient été atteintes, notamment des aérodromes militaires jusqu'à dans des zones reculées de Sibérie, une première depuis le début du conflit. De son côté, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir lancé 80 drones et 4 missiles dans la nuit, touchant 12 sites sur son territoire. Ces nouvelles attaques interviennent alors que des délégations ukrainiennes et russes doivent se retrouver à Istanbul pour de nouveaux pourparlers. Un processus diplomatique qualifié de préliminaire par les observateurs. Depuis l'invasion massive de février 2022, les tentatives de médiation ont échoué les unes après les autres. Mais Ankara espère relancer un canal de communication entre les deux camps. En effet, à Istanbul, un nouveau round de négociations s'ouvre entre la Russie et l'Ukraine. Un rendez-vous délicat qui intervient dans un contexte militaire extrêmement tendu. La délégation est assurée par le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, et des observateurs européens sont également présents. Dimanche, Sergei Lavrov s'est entretenu avec son homologue américain. En parallèle, Volodymyr Zelensky a réaffirmé ses priorités. Un cessez-le-feu complet, le retour des prisonniers et des enfants déportés, ainsi que des garanties de sécurité internationale. Des demandes rejetées par la Russie qui exigent le renoncement de l'Ukraine à l'OTAN et la reconnaissance de l'annexion de 5 régions, des conditions inacceptables pour Kiev qui exige un retrait total des forces russes. Kiev affirme avoir endommagé une quarantaine d'avions et infligé plusieurs milliards de dollars de pertes à Moscou. Si les conséquences militaires sont difficiles à évaluer, l'impact symbolique est fort à la veille des discussions. Mais sur le terrain, l'armée russe continue de progresser, notamment dans le nord-est de l'Ukraine, autour de Soumy. En contrepartie sur le terrain, la guerre est livrée sur un front supplémentaire, celui de l'information conjuguée au féminin. Des jeunes femmes couvrent cette guerre au péril de leur vie. Elles sont jeunes, courageuses et déterminées à raconter la vérité. Il s'agit d'une nouvelle génération de correspondantes de guerre qui s'imposent en première ligne du conflit. Ola Kirilenko, 26 ans, journaliste pour Ukrainska Pravda, a couvert les pires fronts depuis le début de l'invasion russe en 2022. Comme beaucoup de ses collègues, ce sont des femmes qui assurent la couverture du conflit. Tous mes amis journalistes sur le terrain sont des femmes, confie-t-elle. Certaines y ont laissé leur vie, comme Victoria Roshchina, disparue en 2023 en territoire occupé, morte en détention russe, son corps rapatrié portait des traces de torture. Ola continue malgré tout, elle était en reportage le jour de l'anniversaire de sa mère. Elle dit qu'elle ne le fait pas pour elle, mais pour le pays et pour la vérité. Alinaevitch, 25 ans, a elle aussi choisi d'être là où ça se passe. Mais certaines rencontrent la honte. Une jeune victime d'un viol à Mariupol l'a marquée à jamais. Depuis ce jour, je ne sais plus comment rester objective, avoue-t-elle. Oleksandra Novosel, 30 ans, s'est battue pour obtenir des équipements adaptés aux femmes. Un gilet de 12 kilos, c'était un quart de son poids. Je vacillais en marchant, se souvient-elle, mi-sourire, mi-fatigue. Elle se rêvait chroniqueuse, judiciaire ou enquêtrice sur la corruption. Mais aujourd'hui, couvrir la guerre, c'est son devoir. Dans cette guerre qui dure, des jeunes femmes sont devenues les témoins essentiels. Leur courage donne voix à ceux que la guerre veut faire taire. À Nice, sur les rives de la Méditerranée, l'une des mers les plus polluées du monde, la planète se donne rendez-vous. Du 9 au 13 juin, la ville accueille la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Un sommet sous tension dans un contexte de crise climatique et de division géopolitique.
Depuis 1982, la surface océanique exposée à des canicules marines a grimpé de 50 à 80%. Ces vagues de chaleur ont des conséquences dramatiques, notamment la destruction des récifs coralliens, la disparition de certaines espèces et des tempêtes de plus en plus violentes. La montée des eaux est une autre menace. Depuis le début du XXe siècle, le niveau moyen des océans a augmenté de 20 à 25 cm, dont la moitié depuis 1993. Si rien ne change, ce rythme pourrait doubler d'ici 2100. À cela s'ajoute une chute du taux d'oxygène jusqu'à 2,4% dans certaines zones, menaçant la survie de nombreuses espèces. Enfin, la banquise fond à un rythme inédit. Moins de glace, c'est plus de chaleur absorbée. Un cercle vicieux. Face à cette urgence planétaire, la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans, prévue à Nice, devra répondre à une question. Peut-on encore sauver l'océan et avec lui notre avenir? Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, des scientifiques, des ONG, des représentants du secteur privé, ils sont des milliers à être attendus à Nice. Parmi eux, le président brésilien Lula et peut-être un grand absent, les États-Unis. Beaucoup d'activistes réclament, cette fois on veut des résultats. Pas de discours, mais de l'argent, des actions, des vrais engagements. La France, co-organisatrice avec le Costa Rica, espère faire de ce sommet le pari de l'océan. Elle pousse pour 60 ratifications du traité sur la haute mer, adopté en 2023 mais toujours en attente d'entrée en vigueur. Autre sujet brûlant, l'exploitation minière des fonds marins, que certains pays veulent interdire, et la pollution plastique, objet d'un futur traité en négociation. La pêche illégale et la surpêche figurent aussi à l'agenda. Les ONG considèrent que malgré le scepticisme, ce sommet est crucial. Il pourrait être un tournant si les États acceptent enfin de transformer leurs paroles en actes. Sur fond de crise du multilatéralisme, cette conférence pourrait bien être l'une des dernières chances de sauver ce qui peut encore l'être. À Sidi Irbat, petit village côtier du sud marocain, c'est dans le cadre d'un atelier perché à l'étage d'une maison que se tisse point après point une véritable révolution silencieuse. 10 femmes, autrefois sans emploi stable, travaillent aujourd'hui à plein temps dans cet atelier de broderie contemporain fondé en 2022 par l'artiste franco-marocaine Margot Derry. Celle-ci déclare « Ce que je voulais, c'est allier art et impact social. Ici, on crée des œuvres uniques et on redonne aux femmes un pouvoir économique. Chaque pièce, inspirée des archives familiales de l'artiste, peut demander jusqu'à 5 mois de travail. Revendue à l'international, elles permettent aux brodeuses de percevoir un salaire supérieur au minimum légal marocain. Khadija, une des brodeuses, avoue. Au début, certaines femmes se cachent pour venir ici. Aujourd'hui, c'est une fierté. Ce projet a changé nos vies. La plupart sont veuves ou célibataires, comme Aïcha, la doyenne du groupe qui transmet son savoir-faire avec passion. J'ai appris la broderie à 12 ans. Aujourd'hui, je transmets ce que je sais. C'est plus qu'un travail, c'est une renaissance, dit-elle. Entre art et artisanat, cet atelier est devenu un modèle d'anticipation féminine dans une région où les opportunités restent rares. À Sidi Irbat, les filles de la broderie cousent bien plus que des images. Ils tissent des avenirs et redonnent point par point confiance, dignité et autonomie à celles que l'on entend trop peu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.